Avant de se pencher sur les perspectives, Ruben, je vous propose de regarder d'où on vient. Et le constat, en réalité, c'est que la décennie qui vient de s'écouler a déjà été marquée par des mouvements à la fois politiques et sociaux très importants. Effectivement, en matière de risque politique et social, on ne part pas d'une page blanche. Et si on regarde plus spécifiquement la dernière décennie, notamment en raison des répercussions de la grande récession 2008-2009, on a vu des mouvements sociaux et politiques de très grande ampleur. C'est parti des mouvements des printemps arabes jusqu'aux manifestations à Hong Kong 2019-2020. Sur le volet plus social, on a eu des mouvements tels que Occupy Wall Street. Et en France, on connaît bien les Gilets jaunes, évidemment. Autre sujet qui a animé la décennie précédente sur le plan du risque politique et social, ça a été la question de la polarisation de l'environnement politique, qui a notamment conduit à l'émergence, ou la réémergence dans certains cas, des mouvements populistes, des mouvements nationalistes, des mouvements extrémistes, qui s'accompagnent de risques très importants. Et effectivement, quand on arrive dans cet environnement aujourd'hui et qu'on a ce background-là dans l'environnement politique et social, on y ajoute, depuis le début de notre décennie, des crises successives, avec notamment cette crise économique et sanitaire de la Covid-19, qui a éprouvé le corps social, mais qui a aussi révélé, amplifié, c'est selon, les divisions politiques, des divisions politiques nouvelles ou ranimées. Il y a également aujourd'hui ce retour de l'inflation, dont nous avons parlé en longueur ce matin, et qui est effectivement un sujet à regarder de très près lorsque l'on parle du risque social, puisque si les salaires ne suivent pas, et ce qui est actuellement le cas, nous voyons le niveau de vie se détériorer, le pouvoir d'achat des ménages se détériorer. Donc on se retrouve dans une situation où finalement les sources de frustration sont plus élevées. Pour mesurer, pour évaluer ce risque économique et social, vous avez mis en place un indicateur. Comment est-ce que vous l'avez composé et surtout, qu'est-ce que cet indicateur a révélé? Alors, je vous propose déjà de regarder un petit peu cet indice au niveau mondial. Voilà, il s'affiche derrière moi. Donc, cet indice au niveau mondial de risque politique, qu'est-ce que l'on voit pour d'abord commenter le résultat. On voit qu'après une période relativement stable et un pic, il y a eu un pic associé à la crise économique et sanitaire de la Covid-19, et le score, dans notre dernière édition, a certes décliné, mais s'établit à un niveau à peu près d'1 point de pourcentage supérieur à son niveau d'avant-pandémie. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais l'un des drivers essentiels de cette évolution, c'est que les pressions inflationnistes ont pris le relais du choc économique associé à la Covid-19. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec globalement un niveau de risque plus élevé. Et c'est d'autant plus remarquable que ce score est plus élevé qu'avant la pandémie, que l'on a assisté à des reprises économiques dans le monde entier qui ont été relativement rapides après la récession déclenchée par la pandémie de Covid-19. Et c'est aussi remarquable parce que ce n'est pas simple, on retrouve des scores supérieurs à leur niveau d'avant-crise dans la plupart des pays couverts par notre indicateur, donc près de 2 tiers des pays couverts par notre indicateur. Alors, cet indicateur, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on cherche à capturer? Il s'appuie essentiellement sur un indice que nous appelons de fragilité politique et sociale, qui vise à capturer le risque d'instabilité politique ou de troubles sociaux. Alors, on va s'appuyer pour cela, d'un côté, sur l'observation d'un cadre institutionnel, pour essayer d'évaluer les vulnérabilités associées à un régime, et dans un second temps, on va faire interagir cela avec des variables plutôt socio-économiques, que là, on va catégoriser en 2 familles de variables. Il va y avoir d'un côté ce qu'on va appeler les pressions au changement, l'inflation, justement, levier puissant de frustration des populations, mais également le chômage, les inégalités, le revenu par habitant. Justement parce que ces pressions au changement pèsent sur les frustrations que peuvent avoir les populations, c'est un levier important. Mais on le fait interagir avec une deuxième famille de variables dans ce cadre socio-économique, qui sont plutôt des variables que nous appelons des instruments de la mobilisation, avec par exemple la jeunesse de la population, son taux d'urbanisation ou même son accès à Internet, qui en fait nous informent sur la capacité, la propension d'une population à se mobiliser dans un endroit donné.
Si on regarde au niveau géographique, quelles sont les zones qui vous paraissent le plus à risque pour l'année qui vient? Alors, la carte s'affiche derrière moi. Donc ici, vous avez les résultats détaillés pour 160 pays de notre indicateur de fragilité politique et sociale. Un indicateur qui va donc de 0 à 100% dans l'ordre croissant du risque. Alors, ce n'est pas une probabilité d'événement, mais c'est plutôt une prise de température du risque politique et social. Donc, plus la température va être élevée, plus le risque va être grand qu'une étincelle déclenche une déflagration. Donc pour prendre un exemple concret et illustrer un petit peu cela, prenons l'exemple de l'Iran, qui est au sommet de notre indicateur en 2022, et qui est en fait au sommet de notre indicateur depuis même 5 ans consécutivement, où on a vu la mort de Mahsa Amini jouer ce rôle de déclencheur, ce rôle d'étincelle, qui a déclenché donc la vague de contestation du régime qui continue jusqu'à aujourd'hui. Elle fait bien évidemment écho à d'autres vagues de contestation du régime qu'on a vues ces dernières années en Iran, notamment en 2019, juste avant la pandémie de la Covid-19. Ensuite, pour commenter un petit peu plus les résultats, que constate-t-on au regard de cette carte? Tout d'abord, et c'est assez net, un niveau de risque qui est globalement plus élevé dans les pays émergents que dans les pays avancés. Alors, cela est lié avant tout à deux facteurs. Tout d'abord, des facteurs institutionnels. Généralement, dans des pays émergents, notamment à faible revenu, on retrouve des environnements institutionnels plus fragiles qui effectivement pèsent sur les scores. Deuxième élément, et là c'est sur la composante socio-économique, effectivement des conditions socio-économiques plus difficiles qui effectivement amènent ces niveaux de risque plus élevés, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Vous dites plus l'indice est élevé, plus le climat est inflammable. D'où peut venir l'étincelle? Alors, il y a, à mon sens, deux étincelles particulières à regarder en 2023 et même au-delà. Tout d'abord, les élections, j'y reviens dans un instant, mais aussi des décisions de politique publique impopulaires. Alors, pour un peu développer le propos déjà sur les élections, effectivement, ce que l'on observe notamment dans des pays émergents ou en voie de développement avec des institutions fragiles, c'est une augmentation de la volatilité politique et sociale avant une échéance électorale, pendant ou peu après. Donc à ce titre, et en regardant un petit peu les conditions économiques, en regardant le calendrier électoral 2023, à mon sens, il y a trois échéances qu'il faudra regarder tout particulièrement cette année. Je vais procéder par ordre chronologique. Tout d'abord, dès la fin de ce mois, nous aurons une élection au Nigeria où se décidera la succession de Muhammadu Buhari. Dans un pays en proie à des difficultés économiques qui ne sont loin d'être nouvelles, puisque le PIB par tête décline depuis 2014, et c'est un pays qui a aussi un historique de transition politique qui a parfois été justement volatile, turbulent. Deuxième élection, deuxième rendez-vous, ce sera la Turquie au mois de mai, si les événements des derniers jours ne bouleversent pas le calendrier électoral. Où effectivement, on a là aussi cet environnement économique instable, avec, vous l'avez tous constaté, cette dépréciation de la lire qui a été impressionnante, l'inflation qui a atteint des niveaux records, et qui effectivement ont pesé sur la popularité de Recep Tayyip Erdogan, qui pour la première fois depuis près de 20 ans à la tête de la Turquie, semble potentiellement être en difficulté pour être réélu. Et il y aura des véritables sujets également en termes de polarisation de la vie politique en Turquie, avec notamment un risque de montée du discours nationaliste à l'approche de l'échéance électorale. Troisième élection, l'Argentine, en fin d'année. Là aussi, un pays de nouveau en proie à des difficultés économiques et financières, qui connaît déjà des manifestations, puisqu'on a vu en fin 2022 des manifestations contre la corruption, contre le gouvernement, et qui, pour le gouvernement de centre-gauche, semble déjà annoncer une voie très difficile vers la réélection. Pour être un peu plus complet, il y aura d'autres élections à suivre. Je pense notamment sur le continent africain à des élections où il y aura des enjeux sécuritaires, avec la Libye en premier lieu, mais aussi la RDC et le Zimbabwe. En Asie, je regarderai tout particulièrement la Thaïlande et le Pakistan, où il y aura là aussi des enjeux très importants et un risque de volatilité politique. Ouais, donc pas mal d'élections à suivre. Vous parliez de décisions politiques
impopulaire, susceptible de cristalliser un mécontentement et de provoquer des manifestations. De quel type de décision est-ce qu'on parle? Alors, il faut essayer d'inscrire un petit peu cette question des décisions politiques impopulaires dans le contexte actuel. Même si historiquement, c'est vrai que des décisions de politique publique, c'est un déclencheur traditionnel des mouvements sociaux et politiques. Pour prendre un exemple, en 2019, par exemple, la révolution soudanaise a été déclenchée par la décision d'enlever des subventions sur les prix de la farine. Et effectivement, dans ce contexte économique actuel, on a à la fois eu une accumulation de la dette associée à la réponse de la Covid-19. On a désormais une hausse des coûts d'emprunt. Donc ça veut dire que les pouvoirs publics disposent de moins de leviers budgétaires pour répondre aux demandes en hausse des populations. Donc c'est véritablement dans ce cadre-là que l'on pourrait voir ce type de décision impopulaire prendre forme. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu, Jean-Christophe a mentionné les subventions sur l'énergie en Indonésie, par exemple, un peu plus tôt ce matin, et effectivement, ça a déclenché des manifestations. Et ce type de décision pourrait se multiplier dans les mois à venir dans des pays où les situations budgétaires ou des comptes extérieurs, justement, obligent les gouvernements à prendre des décisions difficiles. Donc là, je regarde encore une fois du côté du Pakistan, je regarde du côté de l'Égypte, qui a d'ailleurs pris une décision d'évaluer sa devise de 30% il y a quelques jours. On peut également ajouter le Ghana à cette liste, et dans une moindre mesure, le Salvador pour aller un petit peu vers les Amériques. Là, on parle des économies émergentes. Est-ce que le risque social et politique, il est plus dégradé, plus élevé dans les économies matures? Alors, justement, sur les économies matures, on ne peut pas vraiment le voir sur la carte, où vous avez vu, c'était plutôt du côté des verts. Donc je vous propose de zoomer un petit peu sur les scores des pays avancés, pour qu'on ait un petit peu plus la vision de ce qui se passe. Donc vous voyez, avec les bulles représentées par des drapeaux, les scores 2022 de ces pays avancés, et avec la petite bille verte, vous avez la moyenne de leurs scores avant la pandémie de la Covid-19. Que constate-t-on? Nous constatons une hausse de la température du risque politique et social, surtout aux États-Unis et dans les économies majeures d'Europe, à commencer par l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Suède et l'Allemagne. Et effectivement, ce n'est pas vraiment une surprise, puisque c'est dans les pays avancés également que nous avons vu l'inflation exploser. C'est dans les pays avancés que les salaires ont eu du mal à suivre cette inflation. D'ailleurs, les données de l'Organisation internationale du travail signalent que les salaires réels, donc lorsqu'on prend en compte l'impact de l'inflation sur les salaires, a décliné de 1% environ dans les pays avancés du G20. Donc effectivement, un contexte social qui devient un peu plus difficile, et d'ailleurs on commence déjà à voir des manifestations dans la rue. L'exemple le plus frappant à mes yeux ces derniers mois, c'est celui du Royaume-Uni, où justement les revendications salariales sont au cœur de manifestations, de grèves d'ampleur, qui sont d'ailleurs comparées aux années Thatcher, pas forcément, comme vous le savez, les années les plus apaisées sur le plan social au Royaume-Uni. Effectivement, difficile de parler ensuite des risques sociaux dans les pays avancés, sans parler de la France actuellement. Évidemment, nous voyons cette réforme des retraites qui a été l'élément déclencheur de certains mouvements sociaux, à voir jusqu'où ils iront et s'ils se poursuivront. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça s'inscrit dans un contexte bien particulier. On a à la fois un climat d'inflation abrasif et on a également un contexte politique tout à fait inédit depuis que les élections présidentielles et législatives se tiennent la même année, avec pour la première fois un parti présidentiel qui ne dispose que d'une majorité relative. Autre thème majeur dans les économies avancées à suivre à mon sens, je l'ai mentionné en début d'exposé, c'est la question de la polarisation politique et de la montée des mouvements nationalistes populistes. Et effectivement, parce qu'ils se positionnent en réceptacle de la colère, ces partis sont bien positionnés pour justement récolter des bénéfices dans le contexte actuel. On a d'ailleurs vu des succès électoraux assez remarquables pour l'extrême droite lors des élections en Italie et en Suède il y a quelques mois. En 2023, il faudra se pencher du côté de l'Espagne, où il y aura de nombreux enjeux sociaux qui, là aussi, pourraient faire la part belle à des mouvements populistes. Et puis, il y aura des questions clivantes, comme la question catalane, qui reviendra sur la table et qui devrait, là aussi, amplifier certaines divisions. Enfin, et je terminerai là-dessus,
sur les avancées, comment par parler des États-Unis lorsqu'on parle de polarisation de la vie politique. Les positions entre le Parti républicain et le Parti démocrate semblent de plus en plus irréconciliables. Et à mon sens, il y a actuellement un exemple assez frappant avec ces négociations sur le rehaussement du plafonnement de la dette. Le rehaussement du plafonnement de la dette a été pendant près d'une décennie une procédure de routine et est devenu depuis 10 ans un outil de pression politique, alors même que tout le monde autour de la table est conscient que cela présente un risque financier économique majeur pour les économies et le reste du monde. J'ajouterai sur les États-Unis que le cycle électoral étant très court, avec l'approche des élections présidentielles en 2024, ces divisions politiques sont appelées à s'amplifier, y compris au sein des deux grands partis. Quelle conclusion vous tirez de ces observations et des différents niveaux de risque? Alors, la conclusion première, c'est qu'effectivement, on a un nouveau chapitre qui s'ouvre sur le plan du risque social et politique. Mais finalement, c'est l'une des conséquences d'un monde en plein mouvement, avec à la fois un contexte économique incertain, une donne géopolitique qui a été changée et qui continue de se recompositionner, pas très français tout ça, qui continue de se recompositionner. Du coup, on va partir là-dessus. Et effectivement, il faut ajouter à cela un contexte aussi climatique, environnemental, qui pourrait avoir des impacts très directs sur les populations, alimenter ces frustrations et se traduire par un risque politique et social accru, non seulement en 2023, mais bien au-delà. Donc c'est pour cela que nous continuerons à suivre cela de très près dans les années à venir. Merci beaucoup, Ruben Nizar, responsable de l'analyse des risques sociaux et politiques chez Coface.